répondu présent à cette invitation, à cette conférence de presse. Comme nous l'avons indiqué à l'invitation, on est dans une période un peu particulière où en toile de mire les élections présidentielles qui occupent en tout cas, peut-être à différents échelons, mais beaucoup de l'espace médiatique. Il semblerait que tout est orienté vers cette échéance. Alors même si nous, la CGT, bien sûr qu'on s'intéresse à ce qui va se passer au mois d'avril et le mois de mai, pour autant, on n'a pas décidé de faire une trêve de nos revendications, comme certains souhaiteraient d'ailleurs qu'il y ait une trêve de la justice dans ce pays. Donc on entend continuer de porter nos revendications et on a tout un tas de dates qui arrivent sur des mots d'ordre différents qu'on a souhaité rassembler dans un seul et unique point de presse donc ce soir, avec des dates qui vont arriver très vite, à savoir le 7 demain, mais aussi le 8, le 21 et le 30 mars, et même le 29 mars. Donc on a tout un tas de dates qui s'annoncent, et donc on souhaitait voilà, vous donner ces dates-là, et expliquer en quelques mots, pour ne pas faire trop long, quelles sont les raisons et des mots d'ordre qui collent à ces dates. Donc on va commencer, on va dire, de façon chronologique, mais je le redis en introduction, la CGT, dans ce contexte d'avant-élection présidentielle, entend bien mettre au centre des débats les problématiques qui intéressent les salariés, à savoir les augmentations de salaire, mais aussi dénoncer la dégradation des conditions de travail et les attaques qui sont faites et qui continuent sur la casse des services publics, et ce n'est pas le programme d'une quantité de candidats au présidentiel qui démontre le contraire, donc une nécessité de continuer de mener le combat pour défendre les salariés ou agents de la fonction publique. Donc dans l'ordre, on va prendre dans l'ordre chronologique du calendrier tel qu'elles arrivent. Le 7, donc demain, journée d'action des 3 versants de la fonction publique, à l'initiative, on va dire dans un premier temps, de la santé, puisque la fédération CGT de la santé avait décidé de faire de cette journée une grande journée pour expliquer ce qu'était la situation de la santé dans le pays. Je vous la fais courte, mais vous savez quelles sont les attaques qui sont aujourd'hui organisées, orchestrées contre l'offre de santé publique dans ce pays, avec les conséquences qu'on connaît, ne serait-ce que sur le bassin molusonais, c'est des centaines de postes qui ont été supprimés au centre hospitalier, mais Antoine, qui est du centre hospitalier de Vichy, dira quelques mots sur le centre hospitalier de Vichy. C'est on va dire malheureusement, une constante et une politique générale qui s'applique pour tout le secteur de la santé, qu'il soit d'ailleurs public et même privé, puisque demain il y aura aussi nos camarades et salariés de la clinique ou de l'hôpital privé Saint-Antoine qui sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail et aussi leur salaire qui n'augmente pas. Donc on voit bien que c'est une attaque en règle contre la santé, dans la mesure où on décide de faire que la santé est une marchandise. Et ben y a une nécessité nous, en ce qui nous concerne, de combattre cette ligne politique. Et donc demain, le 7, à l'origine, je le disais, de la santé, mais où est venu se greffer les 2 autres versants de la fonction publique, la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, donc Annie pour les finances publiques et Fabien pour la fonction publique territoriale, dira quelques mots. Donc après je déclinerai les modalités, puis chaque camarade expliquera pourquoi ils seront dans l'action demain. Le 7, c'est pas aussi que les 3 versants de la fonction publique. J'ai évoqué à l'instant l'appel à la grève à la clinique clinique privée, on va rester comme ça, c'est plus clair pour tout le monde, pour moi. Clinique privée Saint-Antoine, donc pour la 3e fois depuis maintenant, on va dire à peine 3 mois, les salariés seront mobilisés demain pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi leur salaire, leurs conditions de salaire qui n'augmentent pas. Mais demain aussi, ça sera aussi nos camarades d'EDF, les agents d'EDF qui seront en grève. Ils étaient en grève sur les salaires il y a de ça à peine 31 mois, donc avec une grosse mobilisation. Et là, ils se mobilisent contre une décision de leur direction qui a décidé de faire la peau aux boutiques, aux boutiques d'accueil des clients. Quand vous avez un problème aujourd'hui sur votre compteur, sur une facture, vous savez que vous avez une boutique au plus près de chez vous, vous pouvez y aller demander des comptes, demander des explications. Il y a une volonté aujourd'hui de la direction d'EDF de fermer les boutiques, et dans l'Allier, c'est la boutique de Vichy qui est visée, et c'est 30 postes
qui vont être supprimés. Donc demain, les agents d'EDF vont se mobiliser pour la défense et contre cette politique de la direction, même si ça prend la tournure prend quelques... Enfin, c'est un peu plus compliqué, puisque vous avez vu aujourd'hui avec la tempête, il y a plus de 200 appels, 200 interventions. Il y a 200 déports, moins une 200, tension aussi. Voilà, donc les agents demain, ils risquent d'être mobilisés, même réquisitionnés pour remettre le réseau en route. Mais ça n'empêche pas que la volonté est là de mener une action, ils la mèneront avec le nombre qui seront. Donc ça, c'est pour la journée du 7. Donc mes camarades développeront. Le 8, donc le lendemain, journée de lutte pour les droits des femmes. Et que la CGT a décidé aussi d'intituler pour l'égalité professionnelle, parce que je rappelle quand même que dans ce pays, en tout cas c'est un peu l'angle qu'on veut lui donner, mais qui n'est pas fermé, mais c'est l'angle qu'on souhaite lui donner nous, c'est que dans ce pays, pour un emploi identique, une salariée femme touche entre 23 et 27% de moins de salaire. Donc ça fait longtemps qu'on le dénonce, ça fait longtemps qu'on souhaiterait que les choses bougent, et manifestement les employeurs ne respectent pas la loi et refusent d'appliquer ce qui est aujourd'hui la loi, c'est-à-dire l'obligation de l'égalité professionnelle. Donc la CGT, on a aussi, c'est le but, et c'est un peu le centre des affiches qui sont devant vous, le 15h40, dans une journée standard de travail, si une femme qui touche 27 ou 25% en moyenne de moins de salaire, dans une journée type standard de travail, et bien à partir de 15h40, elle n'est plus payée. Donc demain, on appelle tous les salariés, hommes et femmes, demain 15h40, à manifester comme ils le souhaiteront. Certains feront une minute de grève, certains sortiront, à ce moment prendront leur pause, mais on appelle l'ensemble des salariés demain, ou pour celles qui le peuvent, celles qui le veulent, être en grève à partir de 15h40. Demain, l'action de 15h40. Donc nous, on a appelé, relayé ça dans nos syndicats. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, on n'a pas la certitude que ça soit très suivi, mais en tout cas, nous, on l'a mis de cette façon-là, parce que c'est vraiment pour illustrer aujourd'hui ce qui est un scandale. Et alors, on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais on fera passer très bientôt la liste noire des entreprises sur le département de l'Allier, des employeurs qui se refusent à appliquer les accords dits d'égalité professionnelle. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup dans le département qui refusent purement et simplement d'appliquer la loi. Y compris dans la fonction publique. Et y compris dans la fonction publique. Donc ça sera sur cette journée. Et puis pour aller un peu plus loin dans cette journée du 8 mars, sur l'égalité professionnelle et sur la journée des droits pour les femmes, on aura deux initiatives dans le département. L'une demain coïncide avec la sortie de notre bulletin de l'IHS, Institut d'Histoire Sociale. Notre IHS du Bourbonnais a décidé demain de sortir un numéro spécial sur le parcours de femmes militantes, pour bien mettre en évidence que la CGT, elle s'est aussi construite grâce au parcours et à l'engagement militante de femmes. Donc demain, on sort un numéro spécial sur le sujet, qui sera après mis à disposition de notre organisation. Et dernière initiative qu'on tiendra le 8 mars, ici même, à 18h, nous aurons la projection du film sur la lutte des salariés de Lejaby. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a de ça maintenant 3 ans. Les salariés de Lejaby, en Haute-Loire, entreprise de fabrication de lingerie, avaient eu l'annonce de la fermeture de l'entreprise. Pendant un peu plus de 2 semaines, elles se sont mobilisées pour obtenir l'arrêt de la fermeture de l'entreprise. Alors ça fait plus de 3 ans, puisque si je me rappelle, c'était en 2012, et c'était au moment des élections présidentielles, et c'est peut-être pas... c'est peut-être pas le hasard si cette entreprise, il y a eu beaucoup de politiques qui ont défilé dans l'entreprise, beaucoup de politiques qui ont fait beaucoup de promesses, mais cette lutte, elle a quand même été payante, et aujourd'hui, cette entreprise, elle continue de fonctionner avec quasiment la totalité des salariés qui ont fait le choix de repartir dans cette nouvelle aventure. Donc demain, on va diffuser ici le film, La lutte des Lejaby, qu'on intitule Lutte de femmes, pour mettre en évidence aussi l'engagement, l'abnégation, le courage de ces salariés femmes. Et quand on dit courage et abnégation, et ça va bien avec femmes, parce qu'on se rend compte que souvent, les luttes de femmes, elles ont ce caractère. On voit bien que voilà, quand les femmes sont en lutte, les luttes,
des fois plus efficaces, en tout cas, ils sont plus déterminés que quand il y a des mecs. C'est comme ça, mais c'est une réalité. Alors, des fois, voilà, mais c'est une réalité. Donc, lutte de femmes, on veut l'illustrer à partir de cette lutte des Lejavy. Donc ça, c'est pour les initiatives du 8. Et il y aura des initiatives de cette, pas forcément sous cette forme, mais partout en France, sur le 8, et toutes les fédérations, toutes les branches professionnelles de la CGT appellent sur la journée du 8. Ensuite, j'en arrive, je les décline toujours par ordre du calendrier, j'en arrive au 21 mars, prochaine journée d'action interprofessionnelle. Donc, ce qu'on appelle interprofessionnel, ça veut dire que ça concerne toutes les professions de tous les salariés. Donc, la CGT, on a lancé en mois de février dernier une campagne autour de la défense de l'emploi industriel. Quand on a décidé de défendre l'emploi industriel en France, partant d'un constat simple, c'est qu'en 15 ans, l'emploi industriel a perdu 25% de ses effectifs. C'est les conséquences de politiques qui ont été savamment orchestrées, à savoir qu'aujourd'hui, les salariés travaillent pour verser des dividendes aux actionnaires et que les entreprises, notamment des grands groupes, ne travaillent pas ou ne réinvestissent pas l'argent gagné par le travail pour de l'investissement ou de l'embauche, mais vont payer les dividendes des actionnaires. Donc on était parti de ce constat-là et on voulait faire une journée, une campagne type industrie. Et quand on a commencé à travailler dans le contenu de notre travail sur la défense de l'industrie, on s'est rendu compte que c'était intimement lié, notamment la défense des services publics. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle veut s'installer sur un bassin d'emploi, elle regarde aussi les infrastructures qui lui permettront de s'installer. Les infrastructures routières, s'il y a du train, s'il y a du fret, mais aussi sa capacité d'accueillir et de soigner les salariés. Parce que même si les patrons ils vomissent à longueur de temps sur les services publics, les employeurs, ils demandent que pour accueillir leurs salariés, pour qu'ils soient bien soignés, pour qu'ils soient au travail, il faut les capacités de les soigner, il faut les capacités d'éduquer leurs enfants, les enfants des salariés. Donc tout ça c'est indispensable. On s'est rendu compte pour avoir de l'industrie, il faut des services publics, mais sans faire de service public, il ne peut pas y avoir d'industrie. Donc cette journée du 21, on a décidé d'en faire un appel à toutes les professions et à tous les salariés. Donc le 21, il y aura 3 rassemblements dans le département à 17 h devant les CCI. Et pourquoi nous avons décidé ces cibles-là? On a décidé dans le département de l'Allier, c'est pas partout de cette forme-là que prendront les actions, mais dans le département de l'Allier, on a décidé de prendre pour cible les CCI, puisqu'on pense aujourd'hui que les CCI sont des officines qui servent l'intérêt des entreprises, mais pas l'intérêt des salariés. Pourquoi on dit ça? C'est qu'on a regardé un petit peu dans le département quelles avaient été les aides publiques accordées aux entreprises depuis maintenant, on est remonté 5 ans en arrière, et les effectifs de ces mêmes entreprises. Et on s'est rendu compte que ça se croisait. Quand les effectifs descendent, les aides publiques augmentent. Et on veut illustrer par des cas concrets dans le département, on en a quelques-unes que je peux vous citer. L'entreprise Diam, anciennement Décor Étalage à Lurcy-Lévis. Cette entreprise avait 138 salariés il y a encore de ça 6 mois, ils viennent passer à 100. Et pour l'exercice 2016, donc pendant que l'entreprise licenciée, l'entreprise a touché 5 millions d'euros, 500 000 euros, excusez-moi, de CICE. Vous faites le ratio 500 000 euros ramené à 100 salariés qui restent dans l'entreprise, faites le calcul de combien touche l'employeur par salarié. Je pourrais vous citer Sagem, beaucoup ont visité ces derniers temps, comme un des fleurons de l'emploi sur le bassin. Le groupe Safran, c'est des milliards de bénéfices, et c'est 200 millions de CICE pour l'exercice 2015, sans embauche. Je pourrais vous citer Socopa, qui n'embauche pas et qui a touché l'équivalent de 2 000 euros par salarié de CICE. Donc on va, le 21, se rassembler devant les CCI et on va expliquer qu'aujourd'hui, les politiques qui consistent à aider les entreprises par baisse des cotisations sociales, crédit d'impôt, aides diverses et variées, ne contribuent pas à diminuer le chômage, bien au contraire. Et quand on ne demande aucune contrepartie aux entreprises, on a un chômage de l'ordre de 11% dans ce pays,
Je regardais ce matin dans le journal La Montagne les données de l'INSEE sur la situation de l'emploi à Montluçon, c'est catastrophique. Et ça, c'est les conséquences de politiques qui ont été menées depuis maintenant des décennies. Donc nous, on veut tordre le cou à ça. Donc le 21, cette journée d'action prendra cette forme-là, de rassemblement à 17h pour dénoncer les aides publiques. Ensuite, je continue de décliner ça dans le calendrier. Ça peut faire beaucoup, mais on veut bien montrer aussi que nous, pendant le mois de mars, la CGT, elle va être sur tous les fronts. Le 29 mars, nous réunissons nos militants dans le cadre d'une journée d'études pour décortiquer la loi travail. La CGT, on a mené avec d'autres organisations dans l'unité, une forte unité syndicale, pendant plus de 6 mois la bataille contre la loi travail. Le gouvernement est passé en force avec l'utilisation du 49.3. Pour autant, la CGT et les autres organisations syndicales qui étaient dans la bataille, on n'a pas dit qu'on avait décidé de stopper la bataille contre cette loi de travail. Donc nous, on a décidé de continuer de mener la bataille sur 2 axes. Le terrain judiciaire, la CGT, avec Force ouvrière, a saisi l'OIT, l'Organisme international du travail. On a déposé plainte auprès de l'OIT, puisqu'on continue de dire que la loi travail ne respecte pas les normes internationales du travail, et notamment sur son aspect inversant de la hiérarchie des normes. Donc on a saisi le bureau de l'OIT, on a déposé une plainte, et on a aussi saisi le Conseil constitutionnel sur certains articles de loi, parce que la CGT, on a fait une analyse assez complète de la loi, et on s'est rendu compte que pour être plus efficace, il ne s'agissait pas de dénoncer toute la loi, qui est aujourd'hui 124 articles, mais d'en extraire certains articles et les plus, on va dire, emblématiques, pour essayer de les faire démonter par le Conseil constitutionnel et par l'OIT. Donc on continue de mener la bataille sur le terrain judiciaire. En même temps qu'on a dit ça, on a aussi dit à la CGT qu'on voulait, et on l'a intitulé comme ça, « La loi travail ne rentrera pas dans mon entreprise ». Et derrière ce vocable, on veut dire des choses et on veut expliquer aux militants qu'il y a aujourd'hui des directives qui vont arriver dans leur entreprise, des dispositions que les employeurs vont mettre en place, qui sont les prémices de la loi travail. On a déjà dans le département 2-3 entreprises qui ont déjà décidé de dénoncer les accords sur le temps de travail. Ils ont décidé de faire la pause 35 heures. Sadilec, de mémoire, et puis j'en ai d'autres, mais ça me reviendra. Donc on veut dénoncer ça. Et pour aider nos militants à ce qu'ils ne se fassent pas piéger, et pour bien démontrer que c'est déjà les conséquences de la loi travail, bonjour. On va faire une journée d'études à Trongé le 29 pour démonter la loi travail, mais en même temps qu'on va démonter et analyser les conséquences de la loi travail, comme on avait fait pendant plus de 6 mois, puisqu'on ne disait pas, on était opposé à la loi travail, mais on ne disait pas qu'on était opposé à la loi travail, on disait aussi, nous on veut un code du travail du XXIe siècle. Donc en même temps qu'on va démonter la loi travail, on va développer nos revendications pour un code du travail du XXIe siècle, et on va mettre aussi en même temps nos propositions alternatives pour une autre politique. Et à savoir 2 choses, la campagne contre le coût du capital, parce que dans ce pays, contrairement à ce qu'on rabâche en permanence, c'est pas le travail qui a un coût. Le travail, c'est une richesse. Ce sont les salariés qui sont créeurs de richesses dans ce pays. Et c'est le capital qui vole les richesses créées par les dividendes versés aux actionnaires, par ces milliards qui sont captés par l'évasion fiscale par les plus riches. Lui quand même, les plus grosses fortunes au monde détiennent l'équivalent d'une moitié de la population mondiale, 3,5 milliards de personnes, quoi. Quand on dit ça, voilà, tout ce qu'on veut porter en termes de progrès social, et ben les moyens ils sont là. Donc on va mettre ça en évidence, le coût du capital, j'insiste bien sur le coût du capital, et on va mettre aussi en évidence la réduction du temps de travail, parce que nous, la CGT, on dit que travailler moins, travailler mieux, travailler tous, ça a un sens. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de l'histoire du mouvement social. À chaque fois qu'on a réduit le temps de travail, on a fait progresser les conditions de travail des salariés, et derrière, on a fait la démonstration que ça crée de l'emploi. D'ailleurs, je pense que ça part du bon sens. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, tous ceux là qui briguent le suffrage universel dans quelques mois, peuvent expliquer qu'en augmentant le temps de travail, le portant à 48 heures, voire 60 heures avec dérogation, on va
créer de l'emploi, c'est un non-sens. Et donc on va développer. Donc le 29, ça va servir à ça, loi travail, 32 heures, coût du capital. Et puis pour terminer, le 30 mars, journée d'action des retraités. Alors, notre camarade secrétaire du USR devait être présent, mais comme tous les retraités, ils sont bien occupés. Mais journée d'action, alors on développera, mais il y aura 3 rassemblements, 15 heures sur les 3 bassins du département. L'idée de cette journée d'action, qui est là dans un cadre unitaire, hein, large unité, où je crois qu'il n'y a que d'absent la CFDT. La CFDT a fait le choix depuis maintenant un quinquennat, je ne sais pas si c'est une coïncidence, enfin, un quinquennat, de ne plus être dans l'action. Mais la CFDT ne pense pas qu'il soit utile pour les retraités de revendiquer pour l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Donc dans un cadre unitaire, les retraités appelleront à se mobiliser le 30. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de notre mois de mars, donc dense. Et puis je m'arrêterai au mois de mars, mais on a déjà des dates d'annoncer pour le mois d'avril, mais je crois qu'on fera un autre point presse pour annoncer ce qui se profile au mois d'avril. Voilà, donc peut-être que mes camarades peuvent vous dire quelques mots spécifiques. Voilà, par rapport à la journée donc, du 7 mars qui aura lieu demain. Donc, pour l'Union Santé départementale de l'Allier, c'est vrai que c'était un appel qu'on avait relayé il y a maintenant depuis le mois de janvier, suite à différents problèmes, et puis suite notamment à la journée du 8 novembre, où on avait été interpellé justement l'ARS sur tous les problèmes financiers. Donc il y a 3 points qui retiennent particulièrement notre attention, aussi bien d'ailleurs dans la santé publique que privée. Donc c'est premièrement le manque de moyens dont souffrent toutes les filières de la santé, avec le vote en novembre dernier de la loi de financement de la sécurité sociale, donc qui prévoit pour la fonction publique la suppression de 22 000 postes pour 2017. Donc décliné à l'Auvergne, ça représente 600 postes et 31 millions d'euros d'économies, qui doivent s'effectuer pour 2017. Donc tout ça est en fait une déclinaison de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc qui stagne autour de 2,1% de progression. Et aussi bien d'ailleurs la Fédération hospitalière de France, donc, qui est le syndicat des directeurs, donc, qui est traditionnellement opposé à la CGT, et la CGT dénonce ce très faible coût d'augmentation qui ne permet même pas aux établissements de santé d'assurer leur achat continu. Donc les dépenses courantes ne peuvent même pas être absorbées avec un ONDAM aussi bas. Donc, et là-dessus, d'ailleurs, aussi bien les syndicats de directeurs que la CGT demanderaient à ce qu'il y ait une augmentation naturelle de l'ONDAM qui soit aux alentours de 4% pour la FHF, 4,6% pour la CGT, afin justement de permettre aux établissements de santé de rentrer dans leurs frais. Donc toutes ces mesures sont d'ailleurs des choix politiques dont on voit très clairement que le but c'est de maintenir les services publics de santé la tête sous l'eau. Il faut savoir par exemple que les entreprises privées, aussi bien à but lucratif que non lucratif, ont eu l'exonération de la taxe sur les salaires, donc, qui correspond à une mesure importante en fait, de financement, sauf l'hôpital public n'en a jamais bénéficié. Donc, pour donner un exemple, sur l'hôpital de Vichy, cette taxe sur les salaires qu'on verse à l'État représente 6 millions d'euros. Et que si on était exonéré comme les autres branches de la santé, l'hôpital de Vichy serait excédentaire. Donc il y a toute une logique derrière, donc je ne reviendrai pas également, il y a eu le protocole parcours et carrière rémunération, dont les établissements de santé se sont autofinancés, c'est-à-dire que c'est une loi qui a été votée au niveau du national, mais que les établissements ont dû se financer tout seuls. Passé en force. Qui est passé en force d'ailleurs. Oui. Et dont d'ailleurs qui représente une très faible augmentation du coût de nos salaires, puisqu'il faut savoir que depuis 2010, les salaires des fonctionnaires étaient gelés. Donc ça représente une augmentation de 2 fois 0,6%, donc ce qui est pratiquement rien pour la plupart des fonctionnaires. Donc ensuite, le deuxième point important sur lequel on voulait revenir, c'était la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Donc il faut savoir qu'il y a la fusion avec Clermont-Ferrand qui s'est amorcée depuis le 1er juillet 2016. Et donc c'est vrai que ça représente 7 établissements de santé dans l'Allier, 8 établissements de santé dans le Puy-de-Dôme, qui doivent se mettre ensemble pour travailler à un projet médical partagé qui doit voir le jour d'ici le 1er juillet 2017. Et on voit déjà que dans les grands axes s'annoncent des fusions de services, donc sur certains pôles de pharmacie, sur l'imagerie, le redispatchage des pôles des plateaux techniques, donc qui vont créer un éloignement des centres de soins aussi bien pour les usagers, qui devront, forcément, il va y avoir une explosion du coût des transports, et ça, ce sera toujours à la charge des usagers ou des mutuelles, mais quelque part, c'est toujours le contribuable en queue de peloton qui paye. Et c'est donc toute cette mesure-là qu'on veut dénoncer. Et ensuite, un point très important qui concerne nos conditions de travail. Il faut savoir que depuis l'été 2016, il y a eu 7 suicides de professionnels de santé, qui dénoncent vraiment les difficultés
était incroyable auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé. Dans l'Allier, pardon, dans l'Allier. Au niveau national, dans l'Allier, il y a eu des cas de burn-out qui ont été relevés, notamment dans les EHPAD, parce qu'il faut savoir, donc les EHPAD, toutes les maisons de retraite, les salariés subissent des pressions considérables justement par rapport à toutes leurs conditions de travail, à ce qu'ils vivent. Donc on tient à dénoncer notamment l'épuisement professionnel, puisqu'il faut savoir que maintenant on ne remplace plus les salariés quand ils sont en maladie ou quand il y a des vacances, donc qui créent un épuisement, parce que les personnels s'auto-remplacent, on leur demande de rappeler, on les rappelle au pied levé pour qu'ils aillent remplacer des collègues dans les services, donc tout ça bien sûr ça a des conséquences sur la prise en charge des patients, puisqu'on arrive dans certains services, notamment quand il y a des services en 12 heures, il y a parfois des personnels qui font 5 jours en 12 heures d'affilée, donc je peux vous dire que quand vous arrivez aussi bien dans un service de bloc opératoire qu'aux urgences, que vous arrivez un vendredi soir, c'est très compliqué pour les patients et puis pour le personnel de vous prendre en charge de manière correcte. Donc c'est vraiment sur... Et puis ajouter à ça, bien sûr, les suppressions de postes, donc en plus de ceux qui sont prévus pour 2017 avec donc, la loi de financement de la sécurité sociale, on a eu bien sûr sur l'hôpital de Vichy une 50aine de postes de supprimés en 2 ans. L'hôpital de Montluçon, il y a une 100aine de postes de supprimés également. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, les personnels n'en peuvent plus. On a vu une situation de burn-out et on est en train de traverser ce qui est un peu arrivé à France Télécom il y a quelques années ou à Orange quand il y a eu des restructurations importantes, où on compresse, on voit jusqu'où ça peut aller, et puis malheureusement, c'est les personnels qui en payent les conséquences. Tous ces suicides, ces burn-out dont je parle, ça a été prouvé que c'est en lien direct avec le travail. C'est soit des choses qui sont arrivées sur le lieu de travail, soit où il y a effectivement établi des causes directes avec tout ça. Donc on fait abstraction en plus de tout ce qui se passe à l'extérieur des établissements pour les personnels, mais la situation est vraiment catastrophique et vraiment critique. Donc au niveau des dates de ce qui va se passer dans l'Allier, donc aussi bien sur Moulins, Montluçon et Vichy, donc il y aura des rassemblements devant les centres hospitaliers à partir de 9 h jusqu'à 13 h. Donc sur l'hôpital de Vichy, on fera un rassemblement à 11 h 30 sur le parvis, où il y aura aussi bien, et ce sera le cas également dans les autres établissements, les 3 autres établissements, où il y aura aussi bien des retraités, des membres de l'action sociale qui vont venir, des membres du privé, soutenir ce mouvement, parce que c'est vraiment un mot d'ordre, une grève, on va dire, générale dans le milieu de la santé, avec bien sûr les difficultés qu'on connaît sur les assignations, puisque bien évidemment c'est des services qu'on ne peut pas fermer comme ça. Et donc l'après-midi, à partir de 16 h, nous serons reçus en délégation par le directeur du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, donc qui est le président du GHT, enfin du groupement hospitalier de territoire Allier Puy-de-Dôme, pour qu'on lui fasse part un petit peu de nos craintes qu'on a sur la mise en place de ce GHT, et puis toutes les conséquences qu'on vit au jour le jour sur la politique de santé qu'on subit. Voilà un petit peu les grandes lignes de la santé. Sur Montluçon également, les collègues de l'hôpital seront présents à partir de 14 h. Alors j'ai oublié le nom de la place, c'est une... Voilà, donc pour faire signer justement une pétition qu'on avait mis en place afin d'interpeller les candidats à la présidentielle sur tous les enjeux de la santé, parce que c'est vrai qu'on en parle très peu aujourd'hui, alors que c'est la deuxième préoccupation des Français. Voilà. Il n'y a pas d'ordre, comme vous voulez. Allez-y. Pour l'EDF, tout ce qu'il faut savoir déjà, depuis 11 ans, le groupe EDF et Engie, ils ont remonté déjà ils remontent 5,4 milliards par an de dividendes aux actionnaires. Il faut savoir que le principal actionnaire, c'est l'État, mais quand même, c'est vos impôts en fait. Quand vous payez l'électricité, c'est que vous payez une partie de vos impôts. Et donc, d'un autre côté, ils nous disent qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, d'abord, ils commencent par nous geler les salaires en 2017, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et ils nous disent 0% d'augmentation pour cette année, alors qu'il y a, comme je vous dis, 5,4 milliards d'euros de dividendes. Et donc, avec 1 milliard de dividendes en moins, on pourrait faire une augmentation de salaire de 142 € par salarié, où là, on pourrait créer 15 000 emplois. 15 000 emplois dans ce contexte, pour juste 1 milliard de dividendes en moins. Donc, il y a aussi, alors, nous, on s'insurge, alors, sur ils veulent faire un plan de moyen terme sur 4 ans. Et donc, ils veulent baisser les effectifs à outrance, avec, Laurent vous en parlait, fermer c'est pas que les boutiques dans l'Allier, c'est dans toute la France. Dans toute la France, il n'y aura plus une boutique d'EDF, il n'y aura plus une boutique. Et donc, ça fait 7000 emplois, ça. 7000 emplois en moins. Et donc peut-être ils disent qu'il n'y aura pas de licenciement, mais bon, je ne pense pas que ERDF, Enedis pourront recaser tous ces emplois. D'autant plus que Enedis, eux, ils ont sur le nouveau plan de plan moyen terme, ils veulent supprimer 1500 emplois, Enedis. Donc ils veulent supprimer la logistique,
Et la clientèle, enfin, 800 emplois dans la clientèle, suite, ils disent par rapport au controlling key. Mais donc ça ferait, en tout, on compte 8500 emplois en moins. Donc nous, donc on se bat contre ces pertes d'effectifs. Et donc, dans leur volonté aussi, ils veulent fermer les sites de proximité, revisiter les mailles d'exploitation, enfin, tout casser le service public. Déjà quand on est en panne après 8 heures, après 20 heures, ils viennent tout vous dépanner chez vous pour des raisons d'économie. On leur dit au CAD, enfin au plateau de dire qu'il n'y a plus personne sur le terrain, alors que c'est faux. Il y a du monde sur le terrain, mais ils disent qu'ils ne veulent plus qu'on dépanne après 20 heures les clients. Et donc c'est une dégradation du service public qu'on condamne fortement. Et donc le 7 mars, on sera à Vichy. Dans la symbolique, c'est pour soutenir nos collègues de Vichy, parce qu'ils veulent fermer cette boutique de Vichy en premier. Et donc nous, on sera là-bas et on soutiendra nos collègues. Et donc c'est pas eux de payer les mauvais choix de politique de nos directions et de nos politiques. Donc, parce qu'avec la fermeture, enfin le rachat d'Areva et puis le programme Ickel Point qui met en difficulté encore plus EDF. Donc, il y a une grosse crainte pour l'avenir sur ce groupe. Donc, c'est pour ça que tout le monde est motivé pour défendre ce groupe. Et donc, et par contre, vous voyez aujourd'hui la tempête qui est aujourd'hui. Donc, on attendait beaucoup de collègues exploitants, mais eux, ils ont beaucoup plus la fibre de service de public que nos directions. Et donc, ils ont décidé de faire 1 heure de grève et puis pas aller à la manifestation et aller dépanner chez les gens. Donc, si vous voulez le souligner. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de nous aujourd'hui. Vu ce que je vois, on a un chapeau. Alors moi, je vais parler au nom des services publics territoriaux. Donc, moi, je suis Fabien Lotte, je travaille au lycée de Bussé, de Presles. Donc, je suis un personnel technique. Hein. Et donc demain, au niveau de notre fédération, on a lancé un mouvement de grève. Déjà pour nos salaires, parce qu'on estime qu'on est lésé depuis 2010, et c'est pas avec les 2 fois 0,6 qui nous ont donné cette année qu'on va rattraper la perte de pouvoir d'achat. Enfin, que tous les fonctionnaires ont perdu, hein, d'ailleurs. C'est pas seulement les fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Alors là, ils nous ont aussi pondu quelques décrets, quelques lois, notamment le transfert, une partie des transferts, ils appellent ça prime point, c'est une partie de nos primes sur notre brut. C'est vraiment des petites sommes, mais en contrepartie, ils ont quand même inventé quelque chose, c'est l'introduction de la prime au mérite. Ce qui fait que quand on a fait le tour, on s'aperçoit qu'à l'arrivée, on a une perte de salaire. On a encore une perte de salaire à l'arrivée, et je trouve ça quand même inadmissible. On a aussi nos conditions de travail. Hein. Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, et dans toutes les fonctions publiques, elles se dégradent. Non-remplacement des départs à retraite, 1 sur 2. Au niveau du conseil régional Rhône-Alpes, là on va rentrer en pleine négociation avec les fusions sur le temps de travail. Ils veulent remettre totalement à plat le temps de travail, augmenter le temps de travail, ne plus faire le remplacement des arrêts maladie. Sur tout ce qui est social, le CNAS, réduire les budgets. Donc il va y avoir un mouvement qui va se lancer au niveau régional. Alors on n'a pas encore décidé la date. On attaque les négociations le 14, si on peut appeler ça des négociations, parce que c'est le 14, ça doit se finir. Il y a 4 réunions pour 4 thèmes. Alors autant vous dire qu'il ne va pas y avoir de négociation. Donc là, au niveau régional, les agents vont se défendre. Hein. Donc demain, ça commence demain, parce qu'il est grand temps de taper le poing sur la table. Alors c'est pas avec les promesses qu'on entend, tout le cahier revendicatif que nos candidats à la présidentielle font, que ça va rassurer les fonctionnaires. Hein. Au contraire.
moi, je pense que les fonctionnaires, quand ils entendent ce que les candidats leur promettent, il y a quand même de quoi se taper la tête contre les murs. C'est quand même inadmissible, parce que la fonction publique, ça ne doit pas être quelque chose pour rattraper le budget de l'État, enfin de l'État ou des collectivités. Hein. On est là pour rendre un service, il faut mettre des moyens, et si on ne les met pas, ben, on ne rend pas le service qu'on devrait faire. Alors plutôt que de donner l'argent effectivement aux entreprises du CAC 40 sous forme de CICE, le réinjecter dans la création d'emplois dans la fonction publique, hein, parce que là, il n'y a plus de création d'emplois, bien au contraire, et ça permettrait de réduire aussi un peu le chômage, notamment des jeunes, parce que demander à ce qu'on reste plus longtemps au travail, parce que c'est un peu ça, hein, le fin mot de l'histoire, c'est pas ça effectivement qui va créer de l'emploi et qui va remettre les jeunes au travail. Hein. D'autant plus au-delà de 50 ans, on met plutôt les salariés dehors et on ne remplace pas. Hein. Donc voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire. On va clore par la fonction publique d'État, alors. Hein. Ouais. Hein Oui. Vas-y. La fonction publique d'État aussi, plus gros morceau, puisque 2 393 salariés par rapport aux autres qui ont des postes plus hauts. Le taux d'administration, j'ai vu noter des chiffres un peu, oui. Le taux moyen d'administration, il est plus de 72 agents de la fonction publique pour 1000. Et en province, il est plus de 69 pour 1000. Il baisse sans arrêt, malgré qu'ils nous disent que les effectifs sont stables. C'est vrai que dans la fonction publique d'État, les effectifs sont stables, mais il y a des administrations qui donnent pour d'autres, comme nous, aux finances, on donne pour l'éducation nationale, par exemple. Voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi que la fonction publique emploie 62% de femmes, et que sur ces 62% de femmes, 24% d'entre elles sont à temps partiel, et donc qui arrivent en retraite avec des carrières pas complètes de ce fait. Et comme la journée des droits des femmes arrive le 8, là, c'est vrai que nous, femmes fonctionnaires, on va se battre pour que soit pris en compte ce temps partiel pour souvent faire les tâches ménagères, mais aussi élever les enfants. Et puis, il nous faut aussi la semaine de 32 heures pour pouvoir concilier notre vie de famille et notre vie au travail. Sinon, nous, finances, on a perdu beaucoup d'emplois. On a perdu 37 000 postes depuis 2002. Et à Montluçon, on a perdu 40 postes là, depuis 2004. Et ça continue. On nous détruit notre maillage territorial, on nous ferme nos trésoreries rurales. On en a encore perdu 3 l'an dernier. Et donc, nous, ce qu'on réclame, donc, ce sont des postes. Et puis de maintenir ce maillage territorial pour que tous les usagers aient le même traitement. C'est pas possible que quelqu'un qui habite à la campagne n'ait pas les mêmes droits au service public que quelqu'un qui habite en ville. Et puis, je te laisse la parole. Oui, le maillage territorial qui du point de vue de l'administration, quelque chose auquel ils sont tout à fait attachés, puisque j'ai rencontré récemment la directrice académique, mais qui nous dit quand même qu'il y a 22 secteurs dans l'Allier qui sont sous haute surveillance, et il démarche auprès des maires et propose un autre maillage territorial. Je ne vous fais pas de dessin parce qu'un autre maillage territorial, ce sont des regroupements. D'abord, il y a eu des regroupements pédagogiques il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Les maires ont fait des efforts, et là ça va être des regroupements plus que pédagogiques, là ça va être des regroupements de com-com, avec des temps de trajet qui vont s'allonger pour les enfants, des coûts de toute façon supplémentaires pour la société, tant directement qu'indirectement, parce que à ce que je sache, l'écart ne contribue pas à l'amélioration de l'environnement. Et puis pour les apprentissages, laissez-moi douter de l'efficacité. Parce que quand on met sur un même projet le regroupement entre Aude et par exemple le Rodement, ça fait du chemin quand même. Hein. Ceci dit au passage. Donc la question du maillage territorial, on ne doit pas parler la même langue quand on rencontre notre hiérarchie.
Je voulais revenir sur le salaire des fonctionnaires. Effectivement, on a eu ces 2 fois 0,6% d'augmentation, mais il faut savoir que les cotisations retraite des fonctionnaires sont en train d'être remises à niveau d'ici à 2020. Donc en fait, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis au 9e échelon, donc en fait, entre les 0,6% et la hausse des cotisations de retraite, moi je vais gagner 3,50 € de plus depuis janvier. Il y en a, c'est 1,14 €, donc c'est à peu près une baguette et demie pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Moi, je remonterai plus loin qu'à 2010. Depuis 2000, on a perdu 15% de pouvoir d'achat, les fonctionnaires. Maintenant, un professeur des écoles, avant, il commençait à 3,5 fois le SMIC. Maintenant, il est à 1 400 €. Vous voyez, il est à 1,2 fois le SMIC. Bac plus 5, parce qu'en plus on a rehaussé le niveau de recrutement. Voilà, c'est la honte de l'Europe quand même, parce que je pense qu'on est des champions du monde des bas salaires. Qu'est-ce qu'on remarque aussi donc là c'était par rapport au PPCR, mais dans la fonction publique aussi en général, c'est la montée de la précarité. Elle a parlé des femmes à temps partiel, mais c'est 30% de l'emploi qui est précaire dans l'éducation, dans les fonctions publiques. Alors dans l'éducation nationale, les finances, mais aussi la territoriale, la santé, partout maintenant on emploie des précaires, des contrats et des contrats à temps partiel, des CDD, des services, je vous en passe. C'est une honte. Et à la CGT, on revendique que tous ces emplois soient, on embauche maintenant tout de suite tous les précaires et qu'on arrête avec ça et qu'on soit dans un emploi statutaire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... Et ça touche qui? Alors, je rejoins ce que vient de dire Annie, ça touche, bien sûr, évidemment, en majorité les femmes. Petite incartade, les personnes qui s'occupent des enfants handicapés dans ce pays, dans les écoles, ce sont des précaires. Ce sont que des CDD ou des CDI, mais à temps partiel, imposés. Faut arrêter de dire qu'elles l'ont choisi. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y en a même pas assez. Il y a actuellement 27 enfants qui ont des notifications MDPH, qui sont reconnus handicapés et qui n'ont personne pour les accompagner dans les classes. Voilà. Et c'est les enseignants qui doivent encore une fois se débrouiller tout seuls dans leur classe avec des doubles, voire triples niveaux et en plus des enfants handicapés. Pas qu'on soit contre l'inclusion du handicap, mais à un moment donné, je reviens d'une école, c'est pour ça que j'étais en retard, j'étais au boulot aujourd'hui, et bien les 32 heures. On a de l'écho dans notre campagne des 32 heures. Parce que même chez les instituts qui sont qu'à 24 heures face élèves, j'ai même pas moi apporté ce sujet, c'est eux qui me l'ont apporté tout seul à la récréation en disant il n'y a qu'une seule solution, c'est de partager le travail, c'est de réduire le temps de travail. On n'est pas à côté de la plaque quand on mène notre campagne des 32 heures et bien sûr contre le coût du capital. Parce que la richesse, elle est là et c'est une évidence. Et on sait qu'on n'est pas à côté de la plaque en menant cette campagne. Dernière chose par rapport aux fonctionnaires, et puis je m'arrêterai là parce qu'on a dit beaucoup de choses, c'est aussi notre statut qui est en ligne de mire. Donc ils ont déjà commencé à le fissurer à travers ces systèmes de mérite et de primes. Mais là, on sent bien que le prochain rouleau compresseur, c'est la casse du statut du fonctionnaire. Ils en rêvent. Sarko avait commencé, Hollande a continué, et là, et de toute façon, la CGT, et je pense des fonctionnaires d'une manière générale, ne se laisseront pas faire sur la casse de leur statut, parce que là, c'est vraiment très très grave. Voilà, je ne vais pas revenir sur les écoles confirmées dans l'Allier, une vingtaine, on en a sauvé 2, oula. C'est une catastrophe, on fait des espèces de tours de passe-passe, on supprime des postes, on en remet d'autres, des trucs avec des intitulés dont on a peu de détails. Enfin, c'est un peu à la carte, avec des postes à profil, enfin, on ne sait pas trop, c'est une gestion très très opaque. Voilà, et puis je crois avoir résumé d'une manière générale. Nous serons donc demain, alors pour parler au nom de l'union locale, plus particulièrement sur Montluçon, donc avec l'hôpital le matin, et à partir de 14h à 16h, place Piquant, pour faire signer les cartes pétitions pour défendre la santé. Et tu le disais dans ton introduction, je rappelle, et je l'ai entendu dans vos radios respectives ce matin, les copines de la clinique sont aussi en grève demain matin et elles viendront rejoindre
la manifestation pour défendre l'hôpital public. Parce que oui, c'est le même combat des salariés du privé et du public dans la santé. Évidemment qu'elles aussi sont attaquées. Et on fera signer aussi la pétition de défense pour EDF. Voilà. À quelle heure le rassemblement, le matin? Le rassemblement, c'est 9h30 à l'hôpital jusqu'à midi, parce qu'après, il faut qu'on attaque à 14h, place Piquant, jusqu'à 16h. La clinique, c'est 8 heures. Et la clinique, c'est 8h, oui, pardon. Voilà. D'accord. Donc voilà, avec ce tour de table, je pense qu'on a illustré les raisons de ce mois de mars qu'on veut, en tout cas, important en termes de revendications. On l'a nommé, nous, pour un printemps revendicatif. On va annoncer l'avenue du printemps par ces revendications et ces journées d'action. J'ai oublié deux choses, vous voyez, comme quoi des fois, on peut parler longuement et pas être... dire tout ce qu'il y avait à dire. Autre initiative qu'on va tenir durant ce mois de mars, le 23 mars, à l'initiative de l'Union syndicale santé du département, se tiendra à Montluçon, salle Saint-Vincent, à 17h, un débat intitulé « Vivre et travailler en maison de retraite ». Il y a déjà eu une première initiative sur Moulins qui a réuni à peu près une cinquantaine de participants dans cette réunion. On en aura une donc le 23 ici à Montluçon et le 30 à Saint-Pourçain. L'idée, c'est de débattre sur les conditions de travail pour les salariés dans ces maisons de retraite, mais aussi Les faire conditions témoigner d'accueil et puis les voilà, résidents également. voilà, conditions d'accueil, les familles qui viennent témoigner. Il y a eu une journée, enfin une initiative identique, il y a ça une dizaine de jours sur Moulins. Ça a été très riche et ça a duré plus de 3 heures. Les gens avaient tellement de choses à dire sur le cœur, notamment des familles de résidents, sur le soutien qu'ils pouvaient apporter aux salariés qui travaillent dans ces maisons de retraite, mais aussi la nécessité de changer de logiciel, quoi. La santé, ça peut pas être, je le disais tout à l'heure, une marchandise. Donc ça, c'est la première chose que j'avais oubliée. Deuxième chose que j'ai oubliée, on a parlé et évoqué la journée de l'appel à la grève demain à la clinique Saint-François sur salaire. Et ces dernières semaines, dans le département, il y a une multiplication de journées d'action qui n'ont pas forcément fait un écho de tous les médias, ou ont même été recensés par l'OSMO au moment où ça se tenait, mais il y a eu des journées d'action. SAGEM a mené 2 journées d'action sur les salaires, alors avec le résultat peut-être pas à la hauteur de l'espérance de nos camarades, mais ça a eu le mérite au moins d'exister. Les salariés se sont mobilisés dans la cour de la SAGEM pour revendiquer une augmentation de salaire, dans un groupe qui fait des milliards de bénéfices, mais qui se refuse de partager les richesses qui sont créées par les salariés. On ne dit pas partage de la richesse, on dit une répartition de la richesse, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu donc SAGEM, je disais, Saint-François, Manitowoc sur Moulins, la semaine dernière, ils ont fait 2 journées de grève. Ils ont obtenu satisfaction, ils ont repris le travail, mais ils ont fait reculer la direction. La direction avait été partie sur 1,1% d'augmentation, on est arrivé à presque 2%. Alors ça peut paraître peu, mais ça s'est fait grâce à la mobilisation. Les salariés ont accepté de reprendre le travail après 2 jours de grève. Et puis on a eu Bouchard-Arrocordati sur Montluçon, à Saint-Victor, où ils ont fait grève, 80% des salariés en grève ce jour-là, et ils ont fait bouger les lignes en obtenant des choses qui sont intéressantes. Pareil, ils sont passés de 1,1 à 1,8 d'augmentation à caractère général. Ils ont une prime, ils ont eu le doublement de la prime carburant qui leur était octroyée. Donc ce qui démontre que les salariés, quand ils se mobilisent, ça fait bouger les lignes, et ça nous démontre aussi que les salariés, ils n'ont pas la tête dans le sac. Quand ils décident de se mettre au mouvement, ils trouvent légitime de mener des actions de grève. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, hein. Ça peut paraître dense, mais c'est aussi l'image de ce qu'on a décidé de faire dans une période où on ne veut pas que les revendications des salariés, on ne veut pas que les problématiques sociales soient mises sous silence, passées sous silence, devant des échéances politiques où aujourd'hui, malheureusement, on n'entend parler que des problématiques d'un tel ou d'un tel, mais les programmes ne sont pas regardés, les programmes ne sont pas auscultés, et ça passe sous silence toutes les attaques qui sont aujourd'hui promises aux salariés, puisqu'aujourd'hui, on fait dans la surenchère. Le plus terrible voudrait supprimer 500 000 fonctionnaires, et celui qui en supprimerait 120 000, il passerait par le plus gentil des candidats. C'est une imposture, c'est les mêmes logiques politiques qui vont être menées, c'est-à-dire qu'on veut faire payer aux salariés, qu'ils soient du public ou du privé,
la crise, c'est-à-dire la crise du capitalisme. Donc nous, on veut mettre tout ça dans cette période. Donc ça, c'est le mois de mars, mais je vous le disais tout à l'heure, au mois d'avril, il y aura aussi d'autres initiatives. La CGT, on va continuer de s'exprimer pendant cette période. Voilà, je vous remercie de votre attention.